Bonjour à tous et bienvenue à Matin Bonheur. On espère que vous avez bien profité de la journée d'hier. C'était lundi férié, lendemain de la fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui, on est mardi et le travail reprend. Nous, on est déjà là et on vous fait un gros coucou. On profite de l'occasion, bien évidemment, pour saluer Thierry Angeval, qui nous manque énormément. Et on espère que tu vas bien. Et puis, on est là. On essaie de faire comme on peut pour tenir la maison en ton absence. Eh bien, on est très heureux de vous retrouver. Pendant cette émission, vous le savez, on a plein de choses à vous proposer. On aura l'invité du jour. Aujourd'hui, on sera avec Maître Vanessa Bas-Leroux et nous proposons un sujet tout aussi intéressant. À présent, nous allons recevoir M. Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et avec lui, aujourd'hui, on va aborder deux sujets assez intéressants, hein, comme il a l'habitude de nous les proposer. Aujourd'hui, on va parler des vitres teintées et des plaques fantaisistes, revenir sur la loi qui interdit ces deux pratiques ici en Côte d'Ivoire. Loi qui n'est pas toujours très suivie, en tout cas dans l'exécution. Et M. Kouakou vient nous en donner des nouvelles. Bonjour, M. Kouakou. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être en notre compagnie, en tout cas pour venir éclairer la lanterne des populations et surtout rassurer les consommateurs et les tenir informés des bonnes pratiques et surtout des choses importantes qu'ils doivent savoir, ces consommateurs-là. On démarre tout de suite avec le sujet relatif aux vitres teintées. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus aujourd'hui? Merci et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et coucou aux enfants de ce village-là qu'on appelle Yaakro, où les enfants ont bien travaillé. Donc, Yaakro, c'est où? Yaakro, c'est dans la région de Didiévi. Bon, on salue les enfants de Yaakro et toutes les populations de Yaakro dans la région de Didiévi. C'est chez vous, Yaakro? Oui, Ah, ok. les enfants ont bien travaillé là. Coucou en tout cas. Et puis, le digne fils de Yaakro vous salue, M. Nguessan. Dites-nous, voilà, en parlant des vitres teintées. Les vitres teintées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2014, il y a un décret, et le décret 620 du 22 octobre 2014, interdit la circulation de tout véhicule avec les vitres teintées. Qui ne permettent pas de voir à l'intérieur de ces véhicules. De ces véhicules-là. Et depuis 2014, bon, c'est le suivi. Toujours, c'est le même problème. Le suivi de ces décrets, des lois qui font défaut. Et depuis deux ou trois semaines, on sent qu'il y a vraiment au niveau même des forces de l'ordre, il y a un réveil. C'est à saluer. Oui. Ils ont commencé à faire ce travail-là et nous ne pouvons que saluer. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, il n'est jamais trop tard. Mais je pense qu'il faut frapper. Il y a de l'abus et puis on exagère souvent. Il y a des véhicules aujourd'hui qui passent dans la ville d'Abidjan. Vous ne savez pas s'il y a un conducteur de train ou quoi. Parce qu'on ne voit absolument rien. Surtout qu'on est dans un contexte sécuritaire un peu compliqué. Hein, donc il faut qu'on identifie les personnes qui sont dans les véhicules. C'est ça. Et c'est ce que nous voulons. Donc la loi clarifie bien, dit qu'il est interdit sur tout le territoire national les véhicules à des véhicules à vitre teintée. Mais il y a des dérogations qui sont accordées à certaines personnes. Effectivement, il n'y a que le ministre de la Sécurité qui peut donner une autorisation spéciale à certaines personnes. L'autorisation doit être signée par le ministre de la Sécurité. Donc, en dehors de ces autorisations accordées par le ministre de la Sécurité, tous ceux qui utilisent des véhicules à vitres teintées sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Et ils sont passibles d'une contravention, de la contravention de deuxième classe. Et on peut même aller jusqu'à mettre le véhicule en C'est quoi la contravention de deuxième classe? La contravention de deuxième classe, c'est une contravention qui est très large. Et bon, quand vous dites qu'elle est large, pour faire plus simple, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'éléments dans la contravention de deuxième classe.
Bon, quelques la éléments, circulation, vous pouvez en citer quelques-uns. Si vous circulez à gauche au lieu de circuler à droite, si vous brûlez un feu, si vous ne mettez pas... il y en a tellement. Non, mais je dis, il faut parler spécifiquement du cas des véhicules à vitres teintées. Oui. Vous dites que voilà, ces personnes-là sont passibles d'amende ou tombent sous le coup de la loi par rapport à... Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Non, c'est une amende de 1000, entre 1000 et 2000 francs. Ok, donc l'amende, oui, c'est de 1000 à 10 000. Donc, quelqu'un qui roule dans un véhicule à vitres teintées, qui n'a pas d'autorisation, il peut être verbalisé à hauteur de 1000 ou 10 000 francs CFA, de 1000 à 10 000 francs. Entre 1000 et 10 000 francs. Ou ils peuvent aller jusqu'à mettre le véhicule en fourrière. Ok. Voilà. Ok. Et puis, bon, ben, si l'agent veut pousser un peu loin, vous avez 10 jours d'emprisonnement. Ok. Donc, ça, c'est à l'appréciation de l'agent... de l'agent verbalisateur. Oui. S'il veut vous aider, il peut vous verbaliser, bon, vous collez une amende de 1000 francs, bon, entre 1000 et 10 000 francs, hein, je ne sais pas combien il peut vous donner. Est-ce que c'est laissé à l'appréciation seulement de l'agent verbalisateur ou bien la loi institue un cadre clair qui dit si votre véhicule, la vitre est teintée à tel niveau, c'est 1000 francs, à tel autre niveau, c'est 2000, à tel autre niveau, c'est 10 000. Qu'est-ce qui définit voilà, l'appréciation de l'agent verbalisateur? À ce moment-là, comme le temps, on peut être passible d'abus. Comme le temps est court, oui. Sinon on allait sortir tout à l'heure la contravention de deuxième classe. La prochaine fois, oui. je vous enverrai la contravention de deuxième classe, qui est une liste qui est très longue. Oui. Et nous allons décortiquer pour voir la contravention de deuxième classe, ce que ça dit. Okay. Donc aujourd'hui, si votre véhicule, vous avez mis des vitres teintées pour rouler, qu'un policier, enfin je dis un agent des forces de l'ordre vous arrête, vous êtes passible d'une amende de 1 à 10 000. Non, mais en fait, moi, ce qui me chiffonne un peu dans ce que vous dites, ce qui me dérange, c'est que vous dites que c'est laissé à l'appréciation de l'agent verbalisateur. Donc, ça peut être à la tête du client. Je dis, si votre tête ne revient pas à l'agent verbalisateur, il peut vous coller une amende de 10 000 francs CFA au lieu de vous coller une amende de 1000 ou 2000, par exemple. Effectivement. Ou bien vous infliger, faire un PV qui peut vous amener à faire 10 jours de prison. Oui, ça dépend de votre comportement aussi. Oui. Vous savez, quand il y a des personnes vraiment... Mais bon, ça peut être un peu la porte ouverte à tous les abus aussi, concernant les agents. Moi, je peux être... bon, vous m'arrêtez, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Oui. Et puis, bon, ben, le langage, le comportement de l'usager lui-même peut amener l'agent des forces de l'ordre à lui coller une amende de son choix. Hein. Enfin, tout ça lui-même, c'est son choix. Puisque l'article, la contravention de deuxième classe, elle-même, elle est large. On vous dit de 1000 à 10 000. Non, ça, je l'ai bien compris. Voilà. Je veux dire, moi, ce qui me dérange, comme je l'ai dit, la loi, elle est la loi. Qu'elle soit dure ou pas, c'est la loi. Mais seulement, je veux dire, si les choses ne sont pas clairement définies, je ne suis pas en train de jeter le discrédit sur nos agents des forces de l'ordre qui font un travail remarquable. Mais je dis, si c'est laissé à l'appréciation des agents des forces de l'ordre, ça peut être la porte ouverte à tous les abus aussi. Ah oui. Voilà. Oui, et puis, bon, au comportement de l'usager, entre les deux. OK. Si vous vous comportez bien, l'agent, il peut même vous laisser. Il peut même vous laisser sans vous verbaliser. Oui. Mais si vous descendez, que vous commencez à l'agresser, lui, il a le décret en main. Donc, il peut vous coller l'amende. Donc, je demande aux usagers d'être polis, hein, d'être respectueux et de bien se comporter quand ils sont en face d'un agent. Merci, M. Nguessan Kwaku. Je suis sûr que votre message, il est très, très, très bien passé et que ceux qui sont, qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi, eh bien, ils vont se mettre en conformité avec la loi. Pour ceux qui ont les véhicules avec les vitres teintées sans autorisation, soit vous demandez une autorisation, soit vous enlevez la pellicule. Et pour ceux qui ont les plaques d'immatriculation fantaisistes, eh bien, il faut les retirer tout simplement, mettre les plaques d'immatriculation normales et au-dessus, comme l'a dit M. Nguessan Kwaku, vous pouvez apposer une plaque d'immatriculation qui porte votre nom ou votre sobriquet, en tout cas tout ce que vous voulez. Merci, M. Nguessan Kwaku, d'être venu partager ces informations avec nos téléspectateurs. Nous, on est bien calés au poste, on y reste et on se retrouve juste après cette petite transition. À tout à l'heure.
Maître, aujourd'hui avec vous, on parle de blanchiment d'argent et voilà plusieurs axes pour expliquer ce thème de blanchiment de capitaux et ce qu'en dit la loi. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite déjà avec la définition de l'infraction de blanchiment. C'est quoi exactement faire du blanchiment? Pas du blanchissement, hein, blanchiment. Absolument. Voilà. Alors, le blanchiment, pour faire simple, c'est le fait de réinjecter, on va dire, de l'argent sale, de l'argent qui est issu d'une infraction. Il faut bien le dire, parce qu'on dit que l'argent n'a pas d'odeur. C'est ça. Mais c'est le fait de rendre propre, comme vous, de blanchir, donc, de l'argent qui a une origine frauduleuse, une origine infractionnelle. C'est-à-dire que vous avez des sommes qui sont une activité illicite, absolument, qui rapporte de l'argent. Mais cet argent-là, comme il est issu d'une activité illicite, vous avez besoin de le réinjecter dans le circuit normal. Alors, vous allez utiliser les voies et moyens pour rendre cet argent-là licite, et c'est ce qu'on appelle le blanchiment de capitaux. Donc pour quelqu'un qui faisait un commentaire sur Facebook qui disait, mais attendez, blanchiment, on met dans l'eau et puis on lave, non, non, c'est pas ça, c'est ce que Maître vient d'expliquer. Non, mais dans l'idée, c'est vraiment, cet argent-là n'est pas propre, voilà, absolument, et après avoir usé des mécanismes du blanchiment, eh bien, cet argent-là devient propre, blanc, donc on estime qu'il a été blanchi. Bien, après avoir défini le blanchiment, quelles sont les peines encourues pour les personnes qui se livrent à ces pratiques-là de blanchiment d'argent? Alors, les peines de blanchiment, les premières peines sont de 3 à 7 ans d'emprisonnement. Et au titre de l'amende, en plus, on a une sanction qui est du triple, c'est-à-dire qu'on multiplie par 3 le montant qui a été blanchi. Oula. Voilà. Donc, par exemple, si c'est 100 millions qui ont été blanchis, eh bien, l'amende peut aller jusqu'à 300 millions de francs CFA. J'ai une chose que moi, une question que je me suis toujours posée. Bon, quelqu'un qui, bon, dans ce cas d'espèce, ce que vous venez de citer, la personne a 100 millions qu'elle a blanchi, et puis on lui fixe une amende de 300 millions. Mais où elle enlève les 200 millions pour payer? Bon, alors, on ne va pas rentrer dans les subtilités de la procédure pénale. Mais là, on fait une petite digression. L'idée, c'est vraiment, parce qu'on est dans le domaine des infractions de nature économique. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de frapper au portefeuille. On se doute bien qu'une personne qui a réussi à blanchir 100 millions de francs CFA a la capacité ou à des biens qu'on peut saisir, parce qu'il y a tous ces mécanismes-là, en plus de l'emprisonnement, des amendes, il y a la possibilité de saisir soit les espèces, soit le patrimoine issu de cette activité illicite, de ces activités de blanchiment-là. Donc, si vous voulez, en prononçant, ou en tout cas en édictant de telles peines, l'idée c'est vraiment par la loi, la personne, hein, si on peut le dire ainsi. De dissuader déjà, parce que c'est l'aspect aussi dissuasif de la loi. Quand on vous dit vous encourez de 3 à 7 ans de prison et surtout le triple de ce que vous avez blanchi, sachant que ces peines-là peuvent être doublées. Ça peut être doublé dans certaines situations. Donc, il y a des circonstances aggravantes quand, par exemple, vous vous êtes livré à cette activité de blanchiment-là grâce à votre activité professionnelle. Donc, pour certaines catégories de professionnels, par exemple les professions libérales, par exemple les banques, par exemple toutes les personnes dont la loi estime qu'elles doivent être irréprochables quant au maniement des fonds, eh bien, les peines sont portées donc au double de ce qui est déjà encouru et qui est assez important. Bon, Maître, si on doit rapporter ce que vous dites à l'actualité du moment en Côte d'Ivoire, dans l'affaire, on en a parlé tout à l'heure dans la revue de presse avec l'IME, dans l'affaire de lutte anti-drogue qu'il y a en ce moment en Côte d'Ivoire, des fonctionnaires sont cités parmi les personnes qui sont poursuivies. Donc pour ces personnes-là, les peines peuvent être doublées, comme vous l'avez dit tantôt. Absolument, du fait de leur fonction. De leur profession, mais avant ça, je voudrais qu'on rappelle une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a l'effet sensationnel, c'est une affaire hors norme si on s'en tient au montant, aux quantités de produits stupéfiants qui sont en cause. Mais je voudrais qu'on rappelle aussi que toutes les personnes qui ont été citées, même dont le bénéficie de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'elles sont présumées innocentes jusqu'à ce que la justice les ait définitivement condamnées. À ce stade-là, on peut dire qu'il y a des forts soupçons qui pèsent sur elles, mais les faits ne sont pas avérés, n'ont pas été définitivement Ils sont avérés, mais pas établis. Non,
Alors, la présomption d'innocence, je pense que c'est quelque chose de très important parce que vous avez, justement, le fait qu'il y ait des enquêtes qui soient ouvertes permet d'établir et de situer les responsabilités. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont mises en cause, qui vont se retrouver mises hors de cause, des personnes qui n'étaient pas au début citées, qui vont se retrouver impliquées dans la situation. Donc, je pense qu'il faut garder un petit peu la mesure des choses, quand bien même l'affaire est hors norme. Bon, c'est justement pour cela qu'on vous a ici, hein, pour essayer de voir clair dans toute cette histoire. Et après avoir parlé des peines encourues par les personnes qui se livrent à cette pratique-là du blanchiment d'argent, quelles sont les méthodes qui sont utilisées? Pour donner des exemples, c'est des fonds qui sont obtenus de manière illicite. Bon, soit, par exemple, les stupéfiants, soit... Donc, dans le cas du trafic de drogue qui a été dévoilé. Ça peut être aussi, par exemple, des détournements de fonds. Oui. À l'occasion des fonctions, la personne détourne les fonds et elle essaye de les dans une autre activité. Et réinjecte dans une autre activité. Donc, est-ce que la personne qui a ces fonds illicites-là va les réinjecter dans une activité, par exemple, dans l'immobilier, acheter un terrain, dans une activité commerciale normale, approcher une personne et lui dire, par exemple, bon, moi, j'ai de l'argent et je vais financer votre activité et en contrepartie, vous me reverserez mes dividendes, par exemple, dans le cadre d'une société. Ça, c'est du blanchiment. Faire une activité, par exemple, de boulangerie, un magasin, peu importe. Sans citer de contemporain. Sans citer de contemporain, bien entendu. Mais c'est cette idée-là d'avoir une activité licite, mais qui est financée avec de l'argent obtenu de manière illicite. Donc c'est ça, en fait, qui est spécifiquement réprimé. Donc vous avez l'infraction d'origine, qui peut être un détournement du trafic de stupéfiants, l'argent issu de la corruption, etc. etc. Mais dès lors que cet argent-là a une origine frauduleuse et qu'on tente de le réinjecter dans le circuit normal pour avoir des deniers qui ont une origine, c'est ça qui est spécifiquement sanctionné par la loi au travers de l'infraction de blanchiment. Bon, tu vaste programme pour comprendre tout ça. Et les conséquences du blanchiment, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Alors, les conséquences du blanchiment, tout simplement, en matière d'infraction économique, comme le terme l'indique lui-même, il y a une incidence sur l'économie, c'est-à-dire sur ce que vous et moi pouvons faire de manière licite, eh bien, il y a des personnes qui le font de manière détournée. C'est-à-dire que à force d'investir, par exemple, dans la pierre, c'est-à-dire dans l'immobilier, ces personnes-là vont créer une bulle immobilière. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Constate, bon, est-ce qu'on peut le mettre sur ce coup-là? Toute proportion gardée. Mais en tout cas, toute proportion gardée. Je dis aujourd'hui à Abidjan, pour se loger, c'est devenu vraiment compliqué parce que, je dis, il y a une explosion au niveau du coût des logements. Donc, vous pensez que ça peut expliquer cela aussi? Ça peut expliquer. Alors, il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte sur les conditions, l'inflation, tout ça. La conjoncture économique mondiale, mais par exemple, le fait d'injecter beaucoup de fonds dans un secteur particulier de l'économie peut créer une bulle spéculative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais c'est totalement artificiel. Donc ça fait monter les prix. On a l'impression qu'il y a beaucoup de demandes, alors que cette demande-là, elle vient des fonds qui sont illicites et qui ne servent qu'à faire du blanchiment. Donc, Maître, si on veut vous prendre à la lettre, en vous écoutant, vous pouvez nous dire que dans certains quartiers d'Abidjan, tous ceux qui prennent les maisons font du blanchiment d'argent, parce qu'aujourd'hui, vous avez des zones du district d'Abidjan où, je dis, les coûts des logements et des terrains sont à un certain niveau, mais qui ne se justifient pas, d'ailleurs. Vous avez des gens qui payent 100 millions, 200 millions, 300 millions des terrains et du coup qui font que dans la zone, mais je dis, si vous n'avez pas ce montant-là, vous ne pouvez plus vous acheter une maison ou un terrain. Eh bien, je pense que c'est à chaque citoyen de se poser la question et puis d'amener ce débat-là sur la place publique parce que c'est sûr que ça crée une distorsion, j'allais dire de concurrence, mais ça crée un déséquilibre entre les individus, entre une personne qui travaillerait de manière honnête. Oui, parce que on connaît le niveau des salaires en Côte d'Ivoire. Je dis, donc, quand on voit certains agissements, quand même on se pose des questions. Il y a des véhicules, bon, je dis sans citer de contemporains. On a la possibilité, il y a les outils, il y a les organes qui sont là pour réprimer tous ces faits, pour recevoir éventuellement les plaintes ou les déclarations de soupçon, par exemple. Vous pouvez dire, bon, voilà, moi, c'est pas un appel à la délation, attention. Ah là, non. Mais on peut comprendre qu'une personne dont tout son entourage connaît la fonction et qui brutalement se mettrait à rouler carrosse, bon, ça pourrait attirer l'attention de ce qu'on appelle la cellule
de traitement, la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF. Donc, c'est une cellule qui est mise en place et qui reçoit justement les signalements, ici les à Abidjan. soupçons. Oui, ici en Côte d'Ivoire, ça existe. Merci de nous donner l'information. Depuis 2005-2006, je crois. Et ces services sont logés où? Alors, pour nos téléspectateurs? C'est un service qui est sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, une petite recherche sur un moteur de recherche et vous trouverez... CENTIF, vous avez dit Cellule nationale de traitement des formations financières. Donc, tapez sur un moteur de recherche, vous retrouvez assez facilement leurs coordonnées. Et cet organe-là, par exemple, est chargé de recueillir les informations, les déclarations de soupçons de personnes qui sont amenées à manipuler des fonds ou en connaissance de transactions par leur fonction. Ça peut être un professionnel libéral comme un avocat qui, à ce moment-là, il faut le dire aussi, est dispensé de son secret professionnel pour révéler ces informations-là, parce qu'on a estimé nécessaire de prendre une loi qui va venir bousculer un peu le secret professionnel de l'avocat, par exemple, et parce que ce sont des sommes qui peuvent être des sommes folles, et cette infraction est suffisamment grave pour faire l'objet d'une déclaration de soupçon, par exemple. Donc les banques, les professionnels libéraux, il n'y a pas seulement les avocats, il y a les notaires, toutes les personnes qui ont affaire à des transactions ou à des mouvements de capitaux ont l'obligation, par la loi, de faire les déclarations de soupçons aux autorités, notamment à cette cellule-là, à la CENTIF. Mais on peut imaginer aussi qu'il y ait des informations qui sont envoyées, par exemple, au parquet. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a maintenant un pôle pénal, économique et financier, donc qui réunit à la fois des procureurs et des juges d'instruction qui sont spécialisés dans les infractions économiques et financières. Eux, ils sont du côté des deux plateaux. Donc, toutes ces entités-là sont là pour lutter justement contre cet état de fait-là, parce qu'on parle de beaucoup d'argent, mais on parle aussi de choses qui touchent à notre sécurité d'une certaine manière, puisque malheureusement, par le blanchiment de capitaux, on en arrive au terrorisme, au financement du terrorisme, etc. Donc ce sont des enjeux qui sont très importants pour nos nations, surtout nos nations assez fragiles. Voilà. Au niveau sécuritaire. Au niveau sécuritaire, donc ça a des incidences. Donc il faut faire très attention à ce type d'infraction-là et surtout aux conséquences et aux répercussions sur la société et sur la sécurité des citoyens. En tout cas, pour parler d'organes de lutte contre le blanchiment, on a aussi la police, la gendarmerie, la douane, les impôts qui chacun à son niveau fait ce qu'il faut. Absolument, puisqu'ils ont des capacités d'enquête. Sont des officiers de police judiciaire pour certains. Donc, ils ont des capacités d'enquête, d'investigation, sous le contrôle, bien entendu, d'un juge ou d'un... C'est ce qui a été le cas avec l'opération qui est en train de se passer en ce moment. Absolument. Donc, ce sont autant d'interlocuteurs pour des personnes qui voudraient porter à la connaissance des autorités un dysfonctionnement ou en tout cas une attitude ou une fortune subite de quelqu'un de leur entourage. Bon, en tout cas, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un appel à la délation, mais en tout cas, voilà, il faut veiller au grain et puis éviter que le blanchiment d'argent ne prospère en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, on va vous rappeler les infos jour J de ce mardi 7 juin 2022. Retenez qu'aujourd'hui, les épreuves écrites du CEPE, le BPC c'est après, donc se déroulent. Les 703 948 candidats prennent part à cet examen du CEPE. C'est aujourd'hui également que se tient l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on saura qui va succéder à Amadou Soumaoro. Et puis, c'est aujourd'hui également que se tient la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments autour du thème « Agir pour la sécurité alimentaire, produire des aliments sûrs pour une meilleure santé ». Maître Vanessa Balleroux, merci d'être venu nous édifier sur ce sujet très intéressant et qui, on le dit, est très d'actualité. On retiendra avec vous que le blanchiment d'argent, ce n'est pas le blanchissement d'argent, c'est une pratique illicite qui nuit à l'économie et surtout qui est néfaste pour la sécurité de nos États africains. Merci, on va vous retrouver mardi prochain parce que c'est le mardi qu'on a les sujets de droit. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On vous retrouve demain, Dieu le voulant, pour un autre numéro de votre émission. Bonne journée sur RTI1.